Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de la plainte contre X sur l'affaire Jean-Michel, comme Apolline de Malherbe, évidemment, n'en parlera jamais. Mais avant ça, n'oubliez pas la lettre de Géopolitique Profonde. Cliquez sur le lien adhérer au club Géopolitique Profonde. Jean-Michel Vernochet, Pierre Hillard, Laurent Ozon, Philippe Herlin et tellement d'autres en font partie. Vous cliquez sur le lien 7 jours d'essai gratuit. Et n'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur. Alors bon, Noël c'était il y a 2 jours, mais quand même, n'ayez pas peur. Donc allez-y, géopolitiqueprofonde.com, la boutique. Je reçois pour ça notre ami Christian Cotten, psychosociologue, il est à ma droite. Bonjour cher Christian, comment ça va? Bonjour Mike. Ça fait plaisir de vous voir. Tout va bien. Je vous vois souvent au tribunal, pour Natacha, etc. Depuis 25 ans. Mais là, c'est bon, là, vous êtes en plateau, c'est bien. 30 ans même, 30 ans. Et votre avocat, maître... Où est-il, votre avocat? Voilà, il est ici présent. Vous allez nous expliquer avec Christian Cotten pourquoi de cette plainte. Alors, je voudrais aussi que vous parlez de manière juridique. C'est pour ça que votre avocat est ici présent, parce que je ne voudrais pas qu'on vienne nous chercher à 6h du matin pour nous... Enfin, vous voyez, quoi. Parce que visiblement, l'État n'aime pas trop parler de ses affaires, et donc il envoie la police à 6h du matin. Mais bon, comme l'avocat est là, il va parler de manière juridique, il n'y aura pas de problème. Hein? Bah, je m'attends à tout, mais bon, je suis vacciné de ce point de vue-là. Très bien. Mais pas vacciné de l'autre point de vue. Très bien. Alors, vous portez plainte, vous avez 8 motifs: usurpation d'identité, crime de faux par représentant de l'État, usage de faux, mariage illégal, escroquerie au jugement, etc., etc. Pourquoi cette plainte, cher Christian? J'ai un peu de mal depuis plusieurs décennies avec les mensonges d'État. C'est un truc qui me contrarie. Le sentiment que j'ai depuis 2017, puis 2022, comme beaucoup de Français d'ailleurs, c'est d'avoir été trompé sur les qualités spécifiques du candidat aux élections présidentielles qui a fini par devenir président de la République. Il nous a été vendu en fin 2016, début 2017, une très belle histoire romantique de ce professeur de lettres de 36 ans à l'époque, enfin c'est ce qu'on disait à l'époque, après on est passé à 39 je crois, qui serait tombée follement amoureuse d'un jeune et beau garçon particulièrement brillant et intelligent de 17 ans. Et puis, qu'est-ce que vient de confirmer Le Monde il y a quelques jours, je crois, après un livre que Lionel cite, et Xavier Poussard cite aussi souvent, celui d'Anel, son prénom, je l'oublie, peu importe. Emmanuel Anison. Emmanuel Anison. Qu'est-ce que l'on vient d'apprendre? Que, non, il avait 14 ans quand ils se sont rencontrés en 92. C'est celle qui l'a dit. Pour le coup, l'âge... Et je ne sais pas pourquoi, n'a jamais été réellement confirmé par le pouvoir. Par le pouvoir, non. Mais par Le Monde, il y a quelques jours. Alors, bon, peut-être que Le Monde pratique aussi la fake news, mais... C'est possible. on arrive quand même à un problème. C'est-à-dire que... Est-ce qu'on a affaire à une belle histoire amoureuse, romantique, digne d'un film d'amour d'Hollywood ou de je ne sais quelle autre famille de cinéastes, ou est-ce qu'on a affaire, en droit, à une histoire d'un adulte qui a plus de 5 ans d'âge de différence, qui par ailleurs est un adulte qui est en position d'autorité face à un enfant de 14 ans. Moi, je connais des adolescents de 14 ans, je les imagine très mal rentrer dans une relation de couple avec quelqu'un de 25 ou 30 ans de plus. Il y a un problème là. En droit, c'est ce que j'explique d'ailleurs dans la plainte. C'était votre cheminement?
Non, c'est pas ça le cheminement. Alors, c'est une des raisons que j'évoque là maintenant. Le vrai cheminement, c'est... J'ai assisté au procès de Natacha Ray et d'Amandine Roy au mois de juin dernier, et puis après au rendu du mois de septembre. Et je connais bien la 17e depuis 25 ans. J'y ai été condamné 15 fois parce que je mets mes mains et mes pieds dans des poubelles d'État, j'en parle et évidemment je contrarie du monde, alors on m'envoie devant la 17e. Je les connais bien, je les pratique bien, je sais comment le système fonctionne. J'ai été un peu choqué de comment Natacha Ray et Amandine Roy ont été traitées parce qu'elles ont mis le doigt sur une problématique qui est la problématique de l'usurpation d'identité. Et cette problématique d'usurpation d'identité, elle nous conduit au dernier point de ma plainte, que j'appelle le crime d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, c'est-à-dire une mise en cause de la sûreté de l'État. On va en parler. Cher maître, vous êtes d'accord avec votre client, cette plainte-là, il faut vraiment... Déjà, est-ce que cette plainte est recevable? Bon, ça va être toute la question. Qu'est-ce qui va se passer? Normalement, le greffe doit mettre un accusé de réception. Ensuite, va se poser la question du parquet qui va dire s'il demande, s'il conseille un refus d'informer ou pas. S'il fait un refus d'informer, que va faire le juge d'instruction? Il va s'incliner ou il ne va pas s'incliner? De toute façon, s'il y a une décision de refus d'informer du doyen des juges d'instruction, à ce moment-là, on pourra faire appel et ça passera à la cour d'appel de Versailles. Et après, vous connaissez les cheminements avec la Cour de cassation et les juridictions internationales. Je dis ça parce que cette plainte a été faite avec mon confrère Fabrice Sionissera, qui est avocat à Rome et à Madrid. Vous êtes deux avocats. Expert, voilà. Et surtout, il est expert au grade 3, le plus élevé, de comité des droits de l'homme. Donc, si vous voulez, ça serait une atteinte aux droits de l'homme, alors que certains disent en droit français, ou des gens qui sont encore sur l'ancien système, alors qu'il y a l'article 55 de la Constitution qui dit que les traités internationaux priment le droit français, le droit interne. Donc, si vous voulez, on va se poser la question, qu'est-ce que va faire le pouvoir judiciaire? Encore, on peut se poser des questions, on pourrait y revenir sur le pouvoir du procureur. Dans tous les cas, qu'est-ce qui va être décidé? Ça va déterminer ce qu'on va... Mais l'intelligence de Christian Cotten, c'est d'avoir justement choisi cette procédure, qui est une procédure qui permet que l'affaire ne soit pas étouffée par un procureur de la République auprès de qui on fait une plainte simple, une plainte valable, et qui ensuite fait en sorte que on n'a pas de visibilité et il faut attendre qu'il y ait une décision. Et s'il y a une enquête, on n'a pas le pouvoir d'action comme on a dans la plainte avec constituant partie civile. Et quand il y a quelque chose qui ne plaît pas dans une plainte simple au procureur, on peut pas faire appel de la même façon. Là, ce qu'a choisi avec intelligence, je répète, Christian Cotten, c'est une action qui va permettre de pouvoir avoir des recours. Et ces recours pourront être axés sur la violation de l'article 6, entre autres, de la déclaration de la Convention européenne des droits de l'homme sur le procès équitable. Parce que ce que dit Christian Cotten, c'est quand même assez important et ça a des conséquences judiciaires et pénales. Est-ce que cette personne avait plus ou moins de 14 ans? Or, la majorité sexuelle en France, elle est à 15 ans. Donc, s'il n'avait pas 15 ans, ça veut dire que c'est un mineur. Pose question. Alors, on va en parler. Oui. On va en parler. Attendez, parce que votre son n'est pas terrible et on va voir en technique en régie, en tout cas, pour essayer de faire un meilleur son. Mais avant ça, je vais vous présenter notre ami Lionel Labosse qui est ici présent. Lionel Labosse, vous le connaissez, il est brigittologue, docteur brigittologie. Il a fait son doctorat là très récemment en été. Il a eu brillamment, hein, très bien, mention très très bien d'ailleurs. Je crois 19,5 sur 20 en brigittologie, je crois. Hein. Eh oui, c'est pas mal, matière en expansion. Ouais, on prévoit des congrès dans le monde entier d'ailleurs. Et oui. De brigittologie. Voilà. Et depuis, quand on est docteur en brigittologie, qu'est-ce qu'on fait dans la vie?
on fait quoi dans la vie? On ouvre des sites de brigitologue. Voilà. Non, mais j'ai mon site altersexualité.com qui d'ailleurs a été sauvé de piratage, etc. récemment, enfin. Je devrais en être sorti puisque j'ai changé d'hébergeur. Ah. Et puis ma petite chaîne Crop Bunker, Perruque Jaune, qui marche bien avec Très bien. toute une série de publications relatives à la brigitologie. Alors je demande à Stéphane, je sais pas, je suis brigitologue avec 2 T, mon cher Stéphane. Ah, c'est 2 T. C'est moi qui lui ai envoyé avec un T. qui parle en moi, il a une petite faute avec du rouge bien entouré. Voilà. C'est 2 T, pardon. Voilà, alors... Merci à toi, cher Lionel. En tout cas, ça me fait très plaisir que tu sois ici parmi nous. Vous savez, j'ai bien regardé la plainte. La plainte, c'est 25 pages. Eh ben, c'est pas une plainte de Charlot, pour le coup. Hein. C'est une vraie plainte qui est... où il y a du fond, il y a des éléments... vous êtes bien pris la tête, quoi. Non. Là, on la montre un peu, là. Non, je ne me suis pas vraiment pris la tête. Ah bon? Disons que j'ai pris le temps de m'informer quand même. J'ai pris le temps de m'informer. Nous sommes rencontrés avec Lionel, qui m'a raconté un certain nombre de choses. Et puis surtout, j'ai écouté évidemment Xavier Poussard, qui est venu ici à plusieurs reprises, qui raconte quantité de choses tout à fait précises et intéressantes, et plus qu'intéressantes. Et puis, j'ai pris le temps de consulter le site pressibus.org, qui est ma principale source d'information. Et vous avez contacté aussi 2 avocats, donc maître Philippe Fortaba Labattu, qui est ici présent, ainsi que maître Fabrizio Nucera Giampaolo. Tout à fait. Donc là, vous avez fait quelque chose, un gros travail à 3, quoi. Il se trouve que depuis 25 ans, j'ai un ange écrivain et conférencier qui est très, très généreux avec moi. Donc, je prends le temps de lire, je prends le temps d'écouter, et puis un soir, je vais me coucher et je demande à mes anges de bien vouloir me donner le texte que j'attends. Et puis, ça vient tout seul. Enfin, très bien. Voilà. Dis-moi, Stéphane, est-ce que la liaison avec Maître est reprise? Eh bien, alors je vais lui poser une question. Pourquoi plainte contre X, cher Maître? Alors, on peut faire une plainte soit contre personne dénommée, M. Dupont, ou plainte contre X. Au niveau des risques de diffamation ou de dénonciation calomnieuse, ça revient au même parce que si la personne est bien identifiée. Mais le fait de faire une plainte contre X élargit le champ de recherche. Est-ce qu'il est possible, si vous avez des écouteurs, cher Maître, de mettre des écouteurs ou pas? Ou alors de repartir et de revenir? Non? Oui, je vais essayer. Allez, faites ça parce que le problème, c'est que le son est très haché. Bon, c'est pas grave. Cher Christian, pourquoi plainte contre X? Tout simplement parce que M. Jean-Michel Trogneux n'est pas la seule personne ciblée. On met en évidence que, à partir du moment où l'on considère qu'il y a usurpation d'identité, on pourra revenir. Qu'est-ce qui conduit à cette conclusion-là, de manière aussi claire et aussi nette? À partir du moment où on considère qu'il y a usurpation d'identité, alors il y a de faux papiers d'identité. Et s'il y a de faux papiers d'identité, il y a des représentants de l'État qui ont délivré ces papiers d'identité. Donc la plainte contre X est justifiée parce que là, du coup, je ne les connais pas, on ne les a pas identifiés, ceux-là. Il va falloir chercher. La grande différence entre une plainte devant un doyen des juges d'instruction et puis une citation directe, c'est que lorsque l'on s'adresse au doyen des juges d'instruction, c'est dans le but d'avoir une instruction parce que justement, il y a des choses à instruire, il y a de la lumière à faire sur un certain nombre de choses, ce qui est le cas là dans l'espèce. Nous avons beaucoup d'éléments Je sais très bien que l'on m'interroge, on me sollicite sur Internet de différentes façons. Quelle preuve avez-vous ? Nous n'avons pas la preuve définitive qui serait un aveu. De qui est qui? Mais vous avez j'imagine, des indices Nous avons ce que l'on appelle en droit un faisceau d'indices cohérents, convergents, devant un tribunal, une cour d'assises. Lorsqu'un procureur ou des avocats présentent un faisceau d'indices cohérents et convergents, à la fin, ils sont susceptibles d'emporter ce que l'on va appeler l'intime conviction d'un magistrat, l'intime conviction d'un jury. Nous en sommes là. Nous avons quantité d'indices convergents
qui démontrent qu'effectivement nous avons une usurpation d'identité. Parce que c'est ça le fond du problème. Alors après, le reste s'ensuit, le faux, l'usage de faux, ce que je suis bien obligé d'appeler un viol sur mineur. 5 ans de différence d'âge, personne ayant autorité, même si c'est un mineur de 17 ans, c'est quand même un viol. Ça reste inconditionnel parce que on ne sait. Alors, il se dit que la rencontre se serait faite à 14 ans, mais en fait, on ne le sait toujours pas. Même si elle s'est faite à 15 ans. Oui, mais on ne sait pas, même à 15 ans. Ça change rien. Mais on ne sait pas encore. On ne sait pas encore s'il y a eu consommation. On ne le sait pas. On n'a pas la preuve. Là, les parents, on dit que les parents ont évacué le jeune garçon sur Paris pour tenter d'interrompre la relation qui ne s'est pas interrompue. Bon, puis on nous a tellement vendu une tellement belle histoire, c'est vrai, romantico-littéraire. Et cette histoire, ça vous a fait tiquer? Bah, non, mais toute cette histoire, c'est une sorte de blague, enfin, c'est une espèce d'énorme escroquerie dont j'ai l'impression qu'elle fait au minimum sourire, si ce n'est rire, la plupart des institutions étatiques de la planète. Et puis, à la fin, ce dossier constitue un outil de chantage pour n'importe quel État, et donc de chantage et de pression sur l'État français. Est-ce que c'est pour ça aussi que vous portez plainte en vous disant, voilà, s'il y a un secret qui touche la tête la plus importante de l'État, qui est chantage en effet, eh bien notre pays n'est pas bien représenté. J'ai discuté de tout cela avec un magistrat, oui. Il n'y a pas très longtemps, en retraite certes, mais magistrat tout de même, il me dit, insiste sur la problématique de la sûreté de l'État. Parce que c'est la sûreté de l'État qui est en cause là dans l'histoire, fondamentalement. Tout simplement, je pense que Lionel pourra développer ce point-là. Ne vous inquiétez pas, il aura la parole. Lionel, il n'est pas venu pour rien. Non, je sais. Il m'a offert cet article, je crois, où tu interpellais un député célèbre avec de magnifiques affiches où M. Macron était interpellé. Il faudra les montrer, Lionel, et puis expliquer. On a là un parfait exemple d'un État qui laisse s'afficher en grand dans ses rues, au bord de ses autoroutes, cette usurpation parce que d'identité. souvent on me dit, je dis aux gens, voilà, j'ai mis en avant cette affaire, parce que déjà, il y a des journalistes qui ont enquêté, il faut respecter l'enquête des journalistes, donc c'est totalement logique de leur donner la parole. Et les gens me disent, oui mais vous comprenez, quel que soit le genre ou la sexualité de ces gens, on n'en a rien à foutre. Souvent les gens vous disent ça, hein. Moi non plus. Et pourquoi? Non mais moi je pense que je pense qu'en fait, on peut pas l'évacuer comme ça, non. Parce que vous l'avez dit vous-même, cher Christian, il peut y avoir chantage. Ah ben c'est clair, mais soyons clairs, les échos que nous avons... Alors évidemment, je ne vais pas apporter des bouts de papier qui prouvent cela, mais on a quelques échos très clairs de différents États, dont on sait bien que les relations avec l'État français ne sont pas franchement en beau fixe. Bon, je veux pas trop rentrer dans les détails là, parce que je vais vraiment me faire cibler par certaines organisations ou certains groupes. Enfin, mais comment se fait-il que, par exemple, nous ayons autant de mal à renvoyer dans certains pays des wagons, enfin, ou des avions entiers de personnes qui sont sous OQTF, enfin, sous ordonnance de quitter le territoire français? Pourquoi certains pays refusent-ils de recevoir ces personnes-là? Et pourquoi se permettent-ils d'envoyer celui que je ne citerai pas, de l'envoyer promener? Bah, tout simplement vous pensez que ça a un rapport? Oui, clairement. Je vous pose la question. Xavier Poussard dit la même chose. Enfin, pour moi, c'est de l'ordre de l'évidence. Et ce n'est pas le seul cas. Ce n'est pas le seul cas. Il faudra revenir sur le cas des affiches. Il faut le développer. Il est revenu, l'avocat, non? Bon, allez-y, continue, excusez-moi. Tu me dis quand est-ce qu'il revient. Donc, du coup,
tout ça vous a fait décider de porter plainte? Bah, quelque part, c'est mon métier de psychosociologue face à une situation de maladie collective, de souffrance collective. Nous sommes face aujourd'hui à une classe politique qui est en faillite totale. C'est presque une blague. Enfin, le spectacle que nous donne la classe politique désole, désespère beaucoup de Français, et puis en font rire beaucoup, dont je fais partie, parce que à la fin, moi, je trouve ça très drôle. Nous sommes à la fin d'un régime politique. Il faut prendre un minimum de recul historique et regarder ce qui se passe d'un point de vue historique. Nous sommes à la fin d'un régime. Il s'agit de fabriquer, il s'agit d'accompagner l'euthanasie de la République. J'en parle moi, depuis une quinzaine d'années déjà. Je vais poser une question à Maître. Je vois qu'il est sur l'écran. Ah, parfait. Il est présent, c'est bon? Allez. Oui, mais j'espère que ça marchera mieux. Mais bon, ah, ben ça marche mieux. Ah, super, ça marche mieux. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. D'accord. Génial. Comme ça, alors, voilà, il y a 8 motifs de plainte. Usurpation d'identité, crime de faux, usage de faux, atteinte sexuelle, mariage illégal, usurpation de fonction, escroquerie au jugement, crime d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Pourquoi tous ces motifs, cher maître? Parce que si on fait une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen du juge d'instruction, c'est que, comme dirait la police, on ne fait pas une citation directe. Pour mettre, alors je vais être un peu technique, mais pour mettre en mouvement l'action publique, c'est-à-dire pour lancer un procès pénal, vous avez soit les plaintes au procureur, gendarme, police, soit les constitutions de partie civile. Et là, il y a 2 sortes. La citation directe, il faut que vous ayez toutes les preuves. C'est ce qu'on fait parfois en matière de diffamation, citation directe, etc. Et là, le procès, normalement, va vite. Sauf que là, on a besoin d'autres informations. Et comme on ne peut pas faire sa justice soi-même, on a besoin de l'autorité d'État. J'entendais tout à l'heure sur Sud Radio Evelyne Cyr-Marin, qui était la présidente du syndicat de la magistrature, qui disait que la justice devait être impartiale et elle devait faire son travail. Et c'est vrai que, comme on a le droit à un procès, eh bien, il faut qu'on puisse faire ces enquêtes, mais on ne peut pas le faire soi-même. Donc, c'est une plainte avec constitution de partie civile qui a été faite. Et évidemment, il y a 8 axes qui ont été faits, comme vous l'avez cité, qui sont des axes sur lesquels on peut chercher s'il y a une infraction ou pas. Et alors après, au point de vue procédural, quand le juge d'instruction fait son travail, c'est parce que le procureur a fait un réquisitoire introductif. Et le réquisitoire introductif dit il y a possibilité qu'il y ait ceci, cela. Voilà. Donc, plus il y a d'éléments, plus ça donne de possibilités, ce qui ne veut pas dire que tous ces éléments seront retenus, mais c'est justement au travail de la police scientifique, au travail de l'expertise médicale, au travers des auditions, des confrontations, des perquisitions, des ouvertures de courrier, que la vérité pourra prendre corps. Mais pour cela, il fallait faire cette plainte. Et donc, Christian Cottin, en choisissant de mettre 8 incriminations, permet, surtout que l'une peut aider à l'autre, de faire en sorte que cette plainte ne pourra pas, elle est signée de 2 avocats, en plus, être considérée comme, vous savez, ce qu'on fait dans ces cas-là. Il y a 2 tactiques, c'est farfelu, ou alors c'est une plainte qui n'ira pas loin, parce que on ne va pas en parler. Un silence assourdissant va s'y mettre. Cher maître, on a des faisceaux d'indices, certes, mais nous n'avons pas la preuve ultime pour l'usurpation d'identité. Donc pourquoi porter plainte sur cette usurpation d'identité? Permettez-moi. Vous voulez répondre? Allez-y. Oui, mais oui, parce que nous avons plus que des faisceaux d'indices. Si l'on va regarder de près le site pressibus.org, écrit, développé par un ingénieur à la retraite passionné de généalogie, et dont l'épouse et les enfants sont par ailleurs cousins de la famille Trogneux. Ah bon? Ah bah oui, ce n'est qu'un hasard. On sait bien que le hasard se définit par le fait de ne pas en être un. Et Alain Béran, donc l'auteur du site... Il s'appelle Alain Béran? Alain Béran.
D'accord. qui est cité dans la plainte, hein, puisque je. Et donc, il est cousin de. Son épouse et ses enfants, donc, sont cousins de la famille Trogneux. Ah ouais. Je l'invente pas, hein, c'est lui qui l'explique et qui l'expose et qui l'écrit sur son site. Cousin par alliance, qu'est-ce qui fait qu'ils sont cousins? Oui, cousin par alliance, puisque enfin c'est. Après, je ne sais pas le degré de cousinage entre son épouse et la famille Trogneux, mais ce sont des cousins. Bon, d'accord. Ça se fait assez rapidement, hein, le cousinage. Et donc, sa femme a peut-être connu monsieur et madame Trogneux. Il ne le dit pas. Il ne le dit pas. D'accord. Il ne rentre pas dans les détails, mais il dit, oui, mon épouse et mes enfants sont cousins de la famille Trogneux. Peut-être Lionel a-t-il d'autres détails que je n'ai pas. Lionel. Mais ça, c'est anecdotique, c'est pas ça le fond de la question. Sur son site. C'est quand même pas rien, vous dites cousin. J'apprends ça maintenant. C'est pas rien. C'est pas rien. Non, c'est vrai. C'est présenté, c'est écrit dans la première pièce jointe que je mets dans la plainte, puisqu'il y a une quinzaine de pièces jointes quand même, qui sont souvent des extraits de Précibus, il y a 1 ou 2 articles de Lionel, et puis d'autres articles encore. Il expose notamment, et c'est particulièrement intéressant parce que c'est d'une très grande rigueur, entre guillemets, scientifique, il expose des comparaisons de voix entre un homme en transition vers femme, une femme ou un homme qui s'appellerait Véronique, qui est présenté dans une interview qui est parue dans une grande chaîne publique, tu me confirmeras Lionel si je dis des bêtises, mais je crois que c'était F1. En 1977. En 1977, merci Philippe, pardon, tu es là, qui raconte sa transition. Et quelqu'un a eu l'idée, certes tout à fait saugrenue, de comparer cette voix avec la voix de la personne qui se présente sous l'identité de Brigitte Macron. Il l'a comparé comment? Avec un logiciel. D'accord, un logiciel. Scientifiquement, oui, bien sûr. Scientifique. Alors, est-ce qu'on peut montrer aussi en même temps, voilà, mais restons le plan à 3. Enfin oui, bon, vous avez compris. Comment ça, c'est-à-dire quel type de logiciel a été utilisé pour comparer les voix, cher maître? Ah là, je suis pas sûr que Philippe ait la réponse. Non, mais c'est un logiciel qui est en vente libre, donc c'est pas du tout quelque chose qui est de l'inconnu, et qui permet de faire des sinusoïdes, vous voyez. D'accord. Et moi j'utilise par exemple des logiciels qui permettent de couper certaines phrases. Moi j'ai eu des gens qui avaient dit des choses parfois lors d'une réunion qui étaient contestables. Donc j'ai pris un logiciel de ce genre, on voit des sinusoïdes et on découpe et on élargit. Et au bout d'un certain temps, on peut mettre en surbrillance ce qu'on veut enlever, on l'enlève et on fait le raccord. Et là, pour l'examen des voix, c'est simplement à l'examen de ces courbes, si vous voulez, que si on fait un calque, on voit qu'elles sont symétriques. Vous voyez, c'est ça qui permet de constater qu'il y a une ressemblance. Et ça, c'est quelque chose. Et ça, c'est fiable. La police scientifique. Ah, mais c'est quand même un élément de preuve extrêmement important. C'est à partir des éléments comme ça que la police scientifique arrive à trouver les choses de la même façon que vous trouvez un élément d'ADN sur un timbre postal ou sur un cheveu dans une voiture. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des scellés. Ça veut dire, cher maître, excuse-moi, ça veut dire que ça peut constituer une preuve juridiquement? Une voix, c'est la même chose. Attendez, on laisse la parole à l'avocat. Oui. Alors ça, c'est clair, c'est que c'est le début d'un commencement de preuve et c'est cet élément-là qui est demandé à l'instruction par Christian Cotten et ses 2 avocats pour donner un côté plus garanti dans la mesure où c'est la police scientifique qui fait les rapports. Moi, j'ai par exemple des pauvres dossiers de meurtre où justement on analyse les voix et c'est fait par des spécialistes. Mais là, donc, si vous voulez, c'est à double détente. C'est-à-dire que on donne ces éléments et normalement, c'est dans le sens de ce que disait la présidente du syndicat de la magistrature tout à l'heure sur Sud Radio, la justice qui doit être impartiale est là pour voir si elle confirme, oui ou non, ce qui est dit par Christian Cotten. C'est-à-dire qu'il y a une égalité, il y a une symétrie entre les voix des 2 personnes.
Et ça se fait à partir de logiciels, mais il y a beaucoup de logiciels qui sont en vente là-dessus. Mais moi, quand j'étais journaliste à Paris à un moment, et je suis allé aux réunions de la police scientifique. C'est extraordinaire les capacités qu'il y a pour découvrir quelque chose. Donc parmi ça, il y a l'ADN, il y a la voix, il y a tout un ensemble de choses qui donnent des certitudes. Mais mais en plus, là, c'est un élément qui se surajoute aux autres, vous voyez. Surajoute, par exemple, à l'élément de Xavier Poussard avec l'intelligence artificielle. C'est ça? Voilà. Et en plus, ça permet de faire en sorte qu'il puisse y avoir des auditions ou des confrontations ou des écoutes téléphoniques. On en a bien vu pour Bismuth et autres. Hein. Donc des choses qui permettent à la police, à partir de cet élément, d'arriver à construire leur enquête pour confirmer, affirmer. Je vous le dis parce que moi j'étais pendant 13 ans fonctionnaire des douanes. Et donc, si vous voulez, à partir d'un élément, par exemple, analyser les eaux usées d'un immeuble, on arrive à voir s'il y a des stupéfiants qui ont été utilisés et qui sont partis dans les urines. Vous voyez, un tout petit élément. C'est pas parce que vous avez quelques éléments qui prouvent que ça va suffire à dire qu'il y a des drogués dans cet immeuble. Mais c'est un début qui permet, une fois qu'il est confirmé, d'aller plus loin et de permettre des éléments d'enquête autorisés, mais beaucoup plus lourds. Comme ce que je vous disais. Est-ce que cette plainte, cher maître, si elle aboutit, peut permettre d'avoir une enquête officielle, peut-être de la police, avec un juge d'instruction? Est-ce que ça a aussi ça comme but, votre plainte? Affirmatif, comme on dit chez les militaires. C'est le but, c'est l'objectif. Si vous voulez, comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas se faire justice soi-même. On a droit à un procès équitable. Quand on se prétend victime, on s'adresse au juge. Soit on a beaucoup de preuves et on fait par exemple une citation directe, ou on n'a pas toutes les preuves et on fait une constitution de partie civile. Le procureur dit si on fait une information ou s'il fait un refus d'informer, de toute façon, la justice devra dire elle enquête ou pas. Mais elle enquête dans le sens de ce qui a été dit par les plaignants. Cela dit, les plaignants, normalement, sont entendus en tant que partie civile ou le plaignant, et là, il peut préciser aussi ses désirs en discussion concrète, puisque il n'y a pas que les avocats, il n'y a pas que les plaignants qui ont la science, si vous voulez, pour ça, et c'est pour ça que il y a le juge d'instruction, le procureur dans une justice impartiale dont parlait la présidente du syndicat de magistrature, ça peut permettre d'avancer avec les experts pour faire aboutir à la manifestation de la vérité. C'est ce qui est recherché par le principe de la plainte. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.